Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très heureux de vous savoir une fois de plus, nombreux à suivre Teler TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Au nombre des candidats dans la course à la magistrature suprême au Congo-Brazzaville annoncée pour mars 2021 figurait également Bonaventure Mbaya, que vous connaissez très bien, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, ancien maître assistant du CAMES, professeur d'université et président de Convergence citoyenne, qui annonçait le 15 janvier dernier à Brazzaville sa candidature avant finalement de renoncer à cette ambition. Que s'est-il passé exactement? En tout cas, il est seul à pouvoir nous expliquer les tenants et les aboutissants de sa dernière décision. Il est donc notre invité aujourd'hui, l'invité de Droit de savoir. Bonjour, Monsieur Mbaya. Bonjour, Terrain, bonjour. La Convergence citoyenne, c'est quoi exactement? Une association, un parti? Juste une dynamique qui prône les idées de Bonaventure Mbaya? La Convergence citoyenne, comme son nom l'indique, est une dynamique nationale. C'est vrai qu'il a fallu qu'elle soit enregistrée comme un parti politique, mais en réalité, c'est une dynamique qui concerne tous les citoyens congolais. C'est une convergence citoyenne. Il faudrait donc qu'on arrive à se mettre d'accord sur cette convergence qui doit consolider à la fois la concorde nationale et l'unité nationale. Et on ne peut pas parler de l'unité nationale si la concorde nationale n'est pas respectée. Vous verrez que le logo de la convergence citoyenne, c'est un maïs. Le maïs, tel qu'il existe naturellement, c'est des grains de maïs qui sont collés contre un noyau. Le noyau, c'est la nation, et les grains qui sont collés à la nation, ce sont les citoyens. Et vous verrez que lorsque vous regardez un maïs, tous les grains n'ont pas toujours la même couleur. Il y a des grains qui sont jaunâtres, il y en a d'autres qui sont plus ou moins roux. Et vous voyez que cette différence de coloration des grains de maïs portés par le même épi de maïs révèle un peu la différence ethnique qu'il y a dans une nation. Et les grains de maïs sont tous collés au noyau du maïs qui représente la nation. Nous pensons que les pouvoirs tels qu'ils existent au Congo depuis un certain temps, et notamment celui d'aujourd'hui, le pouvoir du PCT, a tribalisé le pays et a totalement, en quelque sorte, incriminé aujourd'hui nos frères Mboshi, parce que tout le monde croit que les frères Mboshi sont responsables de la crise actuelle et de la crise qui secoue le Congo, alors qu'en réalité, ce sont les élites politiques d'origine Mboshi qui instrumentalisent les tribus. Et quand on regarde de très près, on se rend compte que parmi les Mboshi, il y a des Mboshi qui souffrent aussi de cette mauvaise gouvernance des élites originaires du groupe Mboshi. Donc, c'est pour cela que nous, à la Convergence citoyenne, nous pensons qu'il faut resserrer l'unité nationale, il faut revisiter la concorde nationale pour que le peuple soit à nouveau uni et qu'on puisse respecter l'idée qui avait été évoquée par les pères de l'indépendance, le président Fulbert Youlou et Jacques Opango, qui avaient estimé déjà en 1960 que le Congo devrait être une nation, certes plurielle, mais résolument unie et indivisible. Monsieur Bonaventure Mbaya, toujours entre les lignes, est-ce que l'on peut penser que c'est une nouvelle manière de faire la politique ou bien pour des raisons professionnelles? C'est les deux. C'est une nouvelle manière de faire la politique. Il faut que désormais les Congolais puissent se retrouver dans l'idéal qui avait été évoqué par la Conférence nationale souveraine. Or, le retour du Parti congolais du travail au pouvoir en 1997 par le coup d'État qui avait renversé le président Pascal Lissouba, le PCT est revenu, il a fermé la parenthèse de la démocratie qu'avait ouverte la conférence nationale et ils ont réinstallé le PCT comme parti-État qui fonctionne désormais en essayant d'atomiser les partis démocratiques et en atomisant ces partis démocratiques, créer à l'intérieur de ces partis des tendances
qui sont favorables au Parti congolais du travail. C'est comme ça que nous avons vu que tous les grands partis démocratiques issus de la conférence nationale, que ce soit le MCDDI, que ce soit l'UDR Mwinda, que ce soit l'UPADES ou le RDPS de Tister Chikaya, tous ces partis ont connu l'atomisation organisée par le Parti congolais du travail et des tendances à l'intérieur de ces partis ont préféré rejoindre le Parti congolais du travail qui ne veut plus, en quelque sorte, fonctionner comme un parti démocratique, mais comme un parti dictatorial qui impose sa volonté à toute la nation sans que la démocratie ne soit effectivement appliquée. Face à cette réalité que vous connaissez très bien, pourtant, cela ne vous a pas empêché d'annoncer votre candidature, même si après, vous avez renoncé. Qu'est-ce qui avait motivé votre candidature? Ce qui a motivé ma candidature à la présidence, c'est la volonté de restaurer la démocratie telle que nous l'avions initiée pendant la conférence nationale et telle que nous avions géré l'installation de la démocratie pendant la transition avec le président André Milongo et comment pendant cette transition, nous avons également organisé des élections crédibles et transparentes qui ont permis au président Pascal Lissouba, par exemple, d'être élu démocratiquement sans qu'il y ait eu des contestations en tant que tel. Donc, j'ai annoncé cette candidature parce que je suis également membre d'un réseau international, le réseau de l'Internationale socialiste et de l'Alliance progressiste internationale, qui souhaite qu'en Afrique centrale, tous les pays de la sous-région puissent accéder à une gouvernance démocratique telle que ça avait été en quelque sorte souhaité et imposé par un autre membre de l'Internationale socialiste, le président François Mitterrand, avec la conférence de la Baule, où il avait demandé à tous les États africains de devenir des pays démocratiques. Cette décision mettait un terme à ce qui existait à l'époque sur le continent africain, c'est-à-dire le pouvoir des partis uniques et des partis États, ce que le PCT a voulu gommer au Congo-Brazzaville en revenant au pouvoir par les armes et en imposant désormais un processus électoral qui n'a rien de démocratique. Le réseau international auquel j'appartiens m'avait demandé donc de me présenter à l'élection présidentielle et de poser les conditions d'une élection crédible, transparente. Et pour cela, j'ai annoncé cette candidature, mais en posant les conditions de transparence et de crédibilité qui devaient me permettre de confirmer la candidature. Lorsque j'ai constaté avec les autres démocrates congolais, notamment ceux de l'opposition et la conférence épiscopale des évêques du Congo et la société civile congolaise, lorsque nous avons constaté que plutôt que d'organiser un dialogue national inclusif qui aurait pu définir et fixer les conditions d'une élection crédible et transparente dans la perspective de l'élection de mars 2021, le pouvoir avait préféré réorganiser une concertation, la concertation de Madingou, qui n'était qu'une répétition des différentes concertations que le pouvoir du PCT a souvent utilisées depuis son retour au pouvoir en 1997 et le fait d'avoir réimposé dans la gouvernance politique du Congo le principe autrefois valable du PCT qui disait que le pouvoir était au bout du fusil, le pouvoir était au bout du canon. Ce n'est plus le pouvoir est dans les urnes, mais le pouvoir est au bout du fusil. Vous verrez que mais pourtant, mais Monsieur Maya, pendant que vous parlez du pouvoir au bout du canon, pourtant là, il y a une élection qui est prévue en mars 2021. On ne peut plus parler du pouvoir au canon. Mais on dit toujours cela pour satisfaire la communauté internationale et les observateurs, mais on saura que ce n'est pas un pouvoir au bout du canon. Lorsque le jour où on va publier les résultats de l'élection, il n'y aura pas de coup de feu, il n'y aura pas d'arrestation, il n'y aura pas de prisonniers politiques. Sinon, on va encore réenvahir certaines régions, certains départements comme on le fait chaque fois. Ça va être le pool qui risque encore de payer parce qu'en 2016, le pouvoir a encore fait envahir le pool par des militaires qui ont massacré les populations, qui ont brûlé des villages. L'élection avait été contestée, les résultats avaient été trafiqués
Et la conséquence de tout ça, ça a été des morts et des prisonniers politiques. Mais est-ce qu'on peut penser que c'est en prévoyant que toutes ces raisons évoquées ont fait que vous renoncez à votre ambition, notamment à votre candidature pour la course à l'élection présidentielle? J'ai renoncé à ma candidature parce que mon réseau international, qui me soutenait justement pour cette candidature, a estimé que les conditions de transparence et de crédibilité d'une élection présidentielle n'étant pas réunies parce que le pouvoir a préféré créer deux corps électoraux, un corps électoral des militaires et un corps électoral des civils, mais qui a la maîtrise du nombre de militaires qu'il y a au Congo? Et qui peut apporter la preuve que les militaires qui font partie du corps électoral sont tous des militaires? Et pourquoi les militaires vont-ils voter en dehors, donc le 17 mars, avant les civils? Et qu'est-ce qui nous prouve que ces militaires qui vont voter en tant que militaires le 17 mars ne vont pas revoter le 21 mars en tant que civils? Tout ça, ça devait être un problème, disons une décision consensuelle si on avait eu un dialogue national inclusif. Nous savons aujourd'hui que le corps électoral n'est pas crédible. On n'a pas fait un nouveau recensement général de la population et de l'habitat pour définir le nouveau corps électoral. On est en train de se baser sur le même corps électoral que celui qu'on a utilisé en 2016 et qui a été contesté pendant tout le temps. Donc, oui, M. Baya, maintenant que vous avez renoncé, est-ce c'est pour faire la politique de la chaise vide ou bien vous avez quelqu'un ou un autre candidat que vous allez soutenir? Nous ne faisons pas une politique de la chaise vide, mais nous ne voulons pas apparaître comme des simples accompagnateurs du pouvoir qui a décidé de trafiquer ou de truquer les résultats des élections le jour du vote. Si j'étais candidat et que je constatais à la fin que les résultats avaient été truqués, et j'allais certainement dénoncer ces résultats et je pouvais terminer comme les généraux Mokoko et notre camarade André Okombi-Salisson et d'autres, les Jean Gwabi et les autres, je pouvais terminer comme prisonnier politique, comme l'a été également Paulin Makaya. Alors, plutôt que d'apparaître comme un simple accompagnateur du pouvoir qui a décidé de gagner dès le premier tour, alors que je sais que tel que les Congolais sont déçus aujourd'hui de cette gouvernance, si l'élection était crédible, transparente, le PCT n'allait même pas gagner dès le premier tour. Monsieur Mbaya, lorsque vous parlez de votre réseau, est-ce qu'on peut savoir lesquels y font partie? Mais dans notre réseau international, ce sont les membres de l'Internationale socialiste et les membres de l'Alliance progressiste internationale. Nous avons donc, par exemple, pour le compte de l'Afrique, nous avons l'ANC de l'Afrique du Sud, nous avons le MPLA de l'Angola, nous avons l'UDPS de la RDC, le parti d'Étienne Tshisekedi, dont est issu l'actuel président de la RDC, Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous avons au niveau international plusieurs partis aussi. Nous avons le Parti travailliste britannique, nous avons le Parti travailliste israélien, nous avons le parti, l'USFP du Maroc, nous avons des partis comme le Parti socialiste du Sénégal, le parti de Abdou Diouf. La liste sera très longue, mais c'est un réseau international. Nous avons le SPD de l'Allemagne, nous avons aussi le Parti socialiste portugais. Donc, le premier ministre du Portugal, M. Antonio Costa, est membre de notre réseau. C'est un camarade politique pour moi. C'est la même chose pour le premier ministre espagnol. C'est aussi un membre de notre réseau international. Le premier ministre suédois, Stefan Löfven, c'est un membre de notre réseau international. Nous avons aussi celui qui a été premier ministre de la Belgique, Charles Michel, c'est aussi un membre de notre réseau international. Antonio Guterres, Monsieur Mbaya, secrétaire général des Nations Unies, et membre de notre réseau international, oui. Alors, Monsieur Mbaya, maintenant qu'ils vous ont demandé de renoncer, qu'est-ce qu'ils vous conseillent de faire après? Nous allons observer comment l'élection d'abord va se dérouler et quelle va être l'attitude de ceux qui ont décidé de se porter candidat. Mais pour nous, cette élection ne sera pas crédible parce que ça sera organisé comme a été organisée l'élection de 2016. Nous n'allons pas croire les résultats qui seront publiés
seront le reflet de ce que attendent les Congolais aujourd'hui. Oui, mais Monsieur Bonaventure Mbaya, nous savons que depuis des décennies, les élections organisées par le pouvoir en place n'ont jamais été crédibles, jamais transparentes. Tout ça, tout le monde le sait. Et maintenant, on revient pour réimprimer le même schéma et vous avez opté finalement pour observer, ne rien faire, parce que ça ne sera pas crédible, c'est cela. Ça ne sera pas crédible si le peuple congolais est déçu. Ça risque de créer un mouvement populaire dans le pays, mais on ne sait pas comment le pouvoir va gérer ce mouvement populaire ou ce mécontentement populaire. C'est pour cela que nous avons insisté pour qu'un dialogue national inclusif soit convoqué pour trouver, en quelque sorte, une solution et apaiser le climat politique dans le pays. Mais s'il n'y a pas de dialogue national inclusif, ça veut dire que le pouvoir va continuer à imposer sa seule volonté et ça peut susciter un nouveau mécontentement populaire. Cela veut dire que Convergence citoyenne va commencer à travailler pour évidemment par exemple, désobéissance civile, parce qu'un peuple ne se lève jamais s'il n'y a pas des leaders qui leur demandent. Mais ça, on verra. Qu'entendez-vous faire maintenant? Nous sommes à l'opposition. Il y a aujourd'hui, dans le cadre de la convergence citoyenne, beaucoup de compatriotes de tous les départements du pays qui pensent qu'il faut qu'on continue à exiger le dialogue national inclusif pour que l'élection qui est prévue au mois de mars ne se termine pas comme l'élection de 2016 dans des coups de feu avec des victimes et des gens qui vont se faire arrêter. Maintenant que vous avez décidé finalement de ne plus partir parce que vous pensez que l'élection ne sera pas du tout crédible, ce que tout le monde sait d'ailleurs, qu'entendez-vous faire exactement, concrètement? Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Nous allons d'abord nous réunir au niveau de l'opposition et de tous ceux qui pensent que l'élection ne sera pas crédible. Nous allons discuter ensemble et on décidera ensemble de ce qu'il faudra faire si le pouvoir insiste à vouloir faire une élection de façade, une mascarade électorale. Ça risque de créer une crise et ça va encore créer des situations qui risquent de ressembler à ce que nous voyons actuellement en Centrafrique ou de ce que nous voyons qui risque de se passer au Tchad bientôt ou qui risque de se passer au Gabon ou dans tous ces pays où les partis qui sont au pouvoir, au lieu de procéder de manière démocratique, préfèrent procéder de manière dictatoriale. Ils imposent des systèmes qu'ils ne partagent pas avec les autres démocrates ou avec les autres forces politiques ou les autres forces vives de la nation. Je disais d'emblée que M. Mbaya, on le voit par ici, par là, toujours entre les lignes. Ça veut dire que vous avez beaucoup de contacts à l'extérieur. Et qu'est-ce que vos amis vous disent? Est-ce que la communauté internationale, de par les personnes que vous venez de citer, les structures, les partis politiques, est prête à vous accompagner dans votre combat? Oui, la communauté internationale est prête à nous accompagner dans notre combat. Monsieur Mbaya, comment vous entendez donc fédérer les forces vives de la nation pour faire un contrepoids contre le régime de Brazzaville? Mais nous allons voir cela puisque au niveau de la fédération de l'opposition, on venait de tenir une troisième convention où on a abordé toutes ces questions. Eh bien, on va d'abord voir qu'est-ce que le pouvoir va décider d'ici le mois de mars où il a prévu de tenir les élections. Mais nous pensons qu'il faut que le dialogue national inclusif puisse se tenir si on veut aller correctement à ces élections. Sinon, à ce moment-là, l'opposition fera une déclaration, effectivement, et s'adressera au peuple congolais. Pour le moment, je n'ai pas encore le mandat de dire qu'est-ce qu'on va faire. Vous travaillez sur la sécurité, donc la sous-région. Il nous a été rapporté la présence de plus de 600 soldats, dont la partie sud du pays, notamment dans le pool, et comme d'habitude d'ailleurs, et comme par enchantement, avant l'élection, on nous parle donc de ces troupes dans le pool. Est-ce que vous avez eu cette information, vous aussi? Mais cette information, nous l'avons parce que les militaires, ils ne vont pas en cachette dans le pool. Ils sont dans des véhicules. Donc, quand les véhicules militaires circulent dans le pool, on les voit, ça alerte la population, ça alerte l'opinion. Et on ne comprend pas pour quelle raison c'est dans le pool qu'on envoie ces militaires-là. Est-ce que le pool a déjà décidé
et un soulèvement populaire. Personne dans les acteurs politiques n'a jamais prôné un soulèvement populaire pour le compte du pool. Mais pourquoi c'est le pool qui doit toujours payer le lourd tribut pour des situations qui sont créées par le pouvoir? Donc là, nous sommes en train d'observer ce qui se passe. Les militaires sont en train d'être réinstallés dans le pool. Mais une chose qui nous choque, nous, les cadres politiques et militaires du pool, c'est que les militaires qu'on envoie dans le pool ne dépendent pas, ne sont pas sous l'autorité du commandant de la zone militaire du pool. Le pool est une zone militaire, avec un commandant de la zone militaire. Mais comment peut-on placer des militaires dans une zone militaire où il y a un haut commandement local, sans que les militaires qu'on place là ne soient sous le contrôle, ni sous l'autorité du commandant de zone? Ça veut dire qu'on veut encore recréer des incidents dans le pool. Et ça, on ne peut pas accepter cela parce que les populations du pool sont vraiment traumatisées par tout ce qu'elles ont vécu depuis que le PCT est revenu au pouvoir. Depuis 1998, le pool est victime d'interventions militaires, d'atrocités. Nous apprenons qu'il est mieux de prévenir que de guérir. Et maintenant que vous avez en votre possession cette information, sinon vous la maîtrisez d'ailleurs beaucoup mieux que nous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire puisque vous travaillez, comme je l'ai dit d'ailleurs, sur la sécurité dans la sous-région? Est-ce que cette question du pool est souvent évoquée dans vos conférences ou dans vos réunions de travail? Dans nos conférences, nous évoquons cela. Nous avons évoqué cela avec la MONUSCO. Nous avons évoqué cela avec notre secrétaire général des Nations Unies qui est membre de notre réseau, avec Antonio Guterres. On ne peut pas comprendre pourquoi, dans un pays, l'armée nationale va envahir un département qui est peuplé par des habitants du pays. Il n'y a pas eu une armée étrangère qui est arrivée là pour attaquer le Congo. Il n'y a pas sur place non plus une rébellion qui est montée contre le pouvoir en place. Mais pourquoi on va envoyer des militaires dans le pool pour aller traumatiser et détruire les villages? Mais est-ce que c'est des questions que vous discutez aussi avec vos amis originaires du pool? Nous discutons cela très souvent avec nos amis, mais ceux qui sont les partenaires du pouvoir en place, ils ne veulent pas discuter de ça. Discuter de ça et eux, ils deviennent les complices. Comment des fils du pool, cadres politiques et membres de la majorité au pouvoir, laissent leur département être malmené, être détruit, traumatisé par des forces armées sans chercher à trouver des solutions. Ils sont passifs, ils sont tranquilles, et même ceux qui sont députés, qui sont au Parlement, aucun groupe parlementaire animé par des originaires du pool n'a soulevé ce problème au Parlement pour essayer de trouver une solution. C'est à voir que tout ce monde-là est manipulé par le pouvoir. Parce qu'un parlementaire élu du pool devrait avoir la possibilité de soulever le problème de la sécurité du pool au Parlement, parce que ça fait partie des missions des députés ou des sénateurs. Mais quand ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils sont au service du pouvoir et ils continuent de siéger au Parlement et au Sénat dans les institutions gérées par le pouvoir actuel sans poser les problèmes qui préoccupent les populations du pool. Monsieur Mbaya, nous savons que généralement les élections au Congo-Brazzaville sont source des conflits, vous venez d'ailleurs de le rappeler, et maintenant nous y allons encore, malgré ce que l'opposition est en train de dénoncer, vous également, le pouvoir en place pratique ce qu'ils appellent généralement par le chien à bois, la caravane passe, et vous avez même dit, vous êtes d'ailleurs inquiété qu'il y ait à la fin finalement, à l'issue de cette élection, encore des arrestations, des tueries, exact. Est-ce que vous avez tiré des leçons de 2016 de sorte à éviter évidemment qu'il y ait encore des arrestations, des tueries et parfois des génocides après l'élection de 2021? Justement, c'est pour cela que nous avions exigé comme préalable la tenue d'un dialogue national inclusif. Comme le pouvoir a rejeté l'idée du dialogue national inclusif, ça veut dire qu'ils veulent répéter ce qu'ils ont fait en 2016. Ils vont refaire la même chose. Ils vont chercher à imposer des choses qui ne seront pas l'expression de la volonté populaire. Et ça risque de provoquer de nouvelles réactions dans le pays et ça risque de refaire de nouvelles victimes et de nouveaux prisonniers politiques. Et nous sommes inquiets à cause de cela. Et c'est pour cela que nous qui sommes dans des réseaux internationaux, nous attirons l'attention de la France, nous attirons l'attention de Total, nous attirons l'attention
de tous nos partenaires stratégiques du Congo que s'ils laissent s'installer cette situation, il va y avoir bientôt ici au Congo un sentiment anti-français qui va voir le jour. Nous qui sommes les amis de la France, nous trouvons que c'est anormal. Il faut donc qu'on impose le dialogue national inclusif. Vous avez probablement suivi la déclaration des évêques du Congo-Brazzaville, une déclaration qui fait écho jusqu'à aujourd'hui. Quelle analyse avez-vous faite de cette déclaration? Il faut déjà que les Congolais nous puissions comprendre que les évêques, ce sont des responsables hiérarchiques des confessions religieuses. Ce sont donc des autorités morales pour le pays et pour les croyants qui sont dans le pays. Les évêques, depuis toujours, ont toujours interpellé le pouvoir actuel. Presque chaque année, les évêques font des déclarations dans lesquelles ils demandent au pouvoir actuel de pouvoir à la fois fonctionner démocratiquement, de pouvoir à la fois accepter l'idée de dialogue national inclusif pour reconsolider l'unité nationale et la concorde nationale. Mais chaque fois que les évêques font ces discours, on a l'impression que ceux qui nous dirigent ne sont pas des chrétiens parce qu'ils devraient écouter et essayer de voir comment exécuter ou comment appliquer ce que la hiérarchie de l'Église propose aux dirigeants du pays. Nous avons soutenu et nous avons adhéré à ce que les évêques ont déclaré parce que ça a coïncidé à ce que nous étions en train d'exiger également du pouvoir. Donc, nous sommes ensemble avec la conférence épiscopale pour demander au pouvoir en place que ça ne sert à rien d'aller vers une élection qui risque de provoquer une nouvelle crise dans le pays, alors que si on ouvre un dialogue national inclusif, le dialogue national inclusif va nous fixer les conditions d'une élection crédible, transparente, consensuellement, va définir comment va être organisée cette élection et dans combien de temps et on pourra préparer cette élection s'il s'agira de faire comme une transition comme celle qu'on a faite en 1991-1992. Ça sera le consensus national qui va autoriser cela à travers le dialogue national inclusif. Mais tel qu'on est en train de faire là maintenant, c'est le pouvoir, le PCT et ses amis et ses alliés qui veulent imposer seulement la volonté du pouvoir en place. Et ça risque d'être contesté par la partie de la population nationale qui n'est pas d'accord avec cette gouvernance. Et ça risque de créer une nouvelle crise encore. Nous écoutions une fois un responsable politique dire si le rat du jardin se retrouve dans le garde-à-manger en train de voler le fromage, c'est que c'est la souris qui a dû l'y amener. Et s'il vous était demandé de vous adresser, par exemple, à vos amis, responsables politiques, originaires du pôle, j'insiste là-dessus, pour éviter que le pôle ne soit encore victime des mêmes atrocités comme nous le savons après les élections, que leur diriez-vous? Nous sommes en train de proposer au cadre du pôle une retrouvaille pour qu'on regarde ensemble si en 2021 le pôle est encore exposé comme en 2016 à une forme de génocide, comment les cadres du pôle doivent réagir. Pour arriver à cela, il faut une réunion, une conférence sur le pôle et les perspectives nationales de 2021. Nous sommes déjà en train de réfléchir là-dessus avec ceux qui sont dans cette association des cadres civils et militaires du pôle. Et comment vous avez apprécié ces originaires, bien entendu, du pôle qui ont maintenu leur candidature à cette élection présidentielle dont on sait que l'issue risque d'être difficile pour le pays? Oui, mais eux, ils savent aussi que les conditions d'une élection crédible et transparente ne sont pas réunies. S'ils ont maintenu leur candidature, alors que nous qui avions fait le même constat, nous avons préféré nous retirer. On s'est retiré pour pousser le pouvoir à accepter l'idée du dialogue national inclusif. Mais ceux qui sont restés et qui ont confirmé leur candidature, ça veut dire qu'ils veulent être les accompagnateurs de ce pouvoir-là dans cette élection. Mais on verra, lorsque les résultats vont être publiés, quelle va être leur réaction à cela. On verra bien. Nous, on les laisse aller parce qu'ils sont en train de dire qu'ils sont libres d'être candidats ou pas. Bon, mais c'est leur problème. Mais nous pensons que les conditions n'étant pas crédibles, cette élection, ils ne vont être que des figurants
et des accompagnateurs. Et on ne sait pas comment le pouvoir va les récompenser à la fin, où ils seront des corrompus, où ils seront des gens qui vont bénéficier de traitements spéciaux. Monsieur Bonaventure Mbaye, avant d'arriver sur notre plateau, vous rentrez d'une mission, c'est ce que vous avez semblé nous dire, vous rentrez donc de Kinshasa. On peut savoir de quoi s'est-il agi, votre mission a porté sur quoi exactement? Notre mission a porté sur d'abord le principe sur lequel nous avions demandé à Félix pour stabiliser la RDC. Il fallait qu'il puisse développer ce que nous avons appelé une union sacrée de la nation. Le principe de l'union sacrée de la nation, c'est la même chose que le principe de la convergence citoyenne. Et une fois que le principe de l'union sacrée de la nation se met en place, eh bien, la concorde nationale devient un instrument principal de la gouvernance. On ne prend pas de décision sans consulter les composantes de la nation. Ensuite, nous avons évoqué aussi autour du président Félix Tshisekedi, aujourd'hui président en exercice de l'Union africaine, que la situation de l'Afrique centrale devient préoccupante parce que la plupart des pays de l'Afrique centrale sont en train de connaître des crises politiques qui risquent de déstabiliser chaque pays et donc de déstabiliser presque toute la sous-région. Il ne faut pas que la sous-région puisse vivre ce que vit la zone du G5 Sahel. Vous voyez ce qui se passe en Centrafrique. Vous voyez ce qui se passe au Cameroun avec la crise de la zone anglophone. Vous voyez ce qui se passe, ce qui risque de se passer au Tchad demain avec la prochaine élection présidentielle qui aura lieu au mois d'avril. Et ce qui risque de se passer au Congo-Brazzaville avec cette élection de mars 2021. Donc, le président de l'Union africaine étant originaire de l'Afrique centrale, son mandat risque d'être totalement perturbé par ces multiples crises qui risquent de sévir et de toucher les pays de sa sous-région. Et nous avons donc pensé avec Félix qu'il fallait que l'idée de l'union sacrée de la nation puisse s'imposer à chacun des pays de l'Afrique centrale à travers le dialogue national inclusif qui doit reconsolider l'unité et la concorde dans nos pays. Voilà ce que nous avons traité et nous verrons bien. Dans quelques jours, je vais être au Niger, à Niamey, où nos camarades Mahamadou Issoufou va quitter le pouvoir. Il va laisser la place à celui qui va gagner le deuxième tour de l'élection présidentielle. Voilà un principe de quelqu'un qui devient un modèle parmi les chefs d'État qui respectent leur constitution et qui respectent la démocratie. S'il vous était demandé de passer un message à vos militants en particulier, sinon aux Congolais en général, face à l'élection qui pointe à l'horizon mars 2021, que leur diriez-vous? Mais moi, ce que je peux dire, c'est que les conditions de l'élection n'étant pas crédibles, les gens ne devraient pas participer à cette élection. Il faut que le pouvoir accepte le principe du dialogue national pour définir les conditions de crédibilité et de transparence de l'élection. Dans le contexte actuel, aller à cette élection, c'est vraiment devenir accompagnateur. Merci beaucoup, Monsieur Bonaventure Mbaye, d'avoir répondu à nos questions et surtout à notre invitation. Notre plateau demeure libre. Revenez quand vous le souhaiterez. Merci à vous, chers téléspectateurs, aussi, qui avez une fois de plus fait confiance à votre canal d'information KELER TV. Quant à moi, je vous dis bye bye et on se retrouve à la prochaine occasion. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle.